Salut tout le monde, bienvenue à la Notif des Sportifs, édition midi, en collaboration avec À la Coupe. J'espère que vous allez super bien. Je suis votre animateur, Loric Salvaille. Aujourd'hui, on a un énorme show en préparation. Tout d'abord, on va parler de la présentation du top 5 du pool, des mentions pour À la Coupe, la promotion du show de jeudi. Et ensuite, on tombe dans les manchettes. On en a énormément, suivi du bloc conférence de presse de Carey Price. On va en parler. Et pour m'aider, je vais avoir mon collaborateur Olivier Lecourt avec nous. Et pour finir, on va préparer l'avant-match du Canadien face au Wild du Minnesota. Ne ratez pas ça, c'est à voir au courant de l'émission. Pour commencer, top 5 du pool à la Coupe. Alors, au numéro 5, nous avons Tom Brainy. Bravo, Tom, 159 points. Suivi de William Laberge, 159 points aussi. Et de Cédric Gosselin, 159 points. On a une triple égalité au troisième rang. C'est une chaude lutte, les gars. Continuez comme ça. On espère encore plus de points pour vous. En deuxième rang, nous avons David Iglesias qui était dans, si je me souviens bien, au premier rang la semaine passée au dernier show. Maintenant, il est deuxième. Il s'est fait devancer par William Perron avec 165 points. Chaude lutte encore une fois pour le premier rang, les gars. On aime ça. On espère encore plein de points pour vous. Continuez comme ça à date. Votre pool est excellent. Du côté du alacoupe.ca, pour les plus intéressés, très bon article de Alex Delcourt sur le début de la saison rocambolesque de Tampa Bay. Il donne les raisons pourquoi, par les blessures, la préparation qui commence à être très fatiguée du côté du Lightning. On parle quand même de 3 saisons de suite en finale de la Coupe Stanley, dont 2 championnats. Sur un corps, ça joue extrêmement, sans compter les pratiques aussi. Il explique tout ça avec les blessures qui infligent le Lightning. Très bon article, allez lire ça. Et sinon, lui aussi qui a retenu mon attention, l'article de Maxime Cyr sur le début de saison étonnant des Sabres de Buffalo. Allez voir ça. Lui aussi explique comment les Sabres ont fait pour avoir un bon début de saison. Les manières de faire, les joueurs qui en sortent, dont Rasmus Dahlin, il connaît un début de saison assez historique pour le moins. C'est à voir, allez voir ça sur alacoupe.ca, de formidables articles qui sortent à tous les jours. Du côté du podcast À la Coupe, ne ratez pas ça, le jeudi 27 octobre à 18h. On reçoit un invité spécial, Jonathan Fauchon, qui est 10e marqueur de la LHJMQ et aussi le meilleur marqueur de l'Armada de Blainville. Boisbriand, il a 17 points en 11 matchs. Ne ratez pas ça sur le Facebook Live À la Coupe. Jonathan Fauchon, jeudi 27 octobre à 18h avec Yves Lantier. Ne ratez pas ça. De l'autre côté, on va dans le gros du sujet avec les manchettes. Alors, ça vient d'RDS. Les Canucks ont perdu un 7e match consécutif. Ça va mal à Vancouver. Ça va mal à la shop, comme on dit en bon québécois. JT Miller est allé d'une citation pour le moins assez incendiaire. Il a dit « S'ils veulent jeter leurs affaires, their shit », qu'il a dit en anglais, sur la glace, c'est leur choix, a déclaré Miller jeudi au sujet de l'incident. S'ils veulent venir au match, dépenser tout cet argent et jeter leur équipement sur la glace, c'est leur choix. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai un travail à faire. Grosse déclaration de JT Miller. Pour les gens qui n'ont pas compris, il parlait des partisans qui lancent des chandails sur la glace. On l'a vécu ici à Montréal pendant la saison passée, en début de saison passée, avant les changements, avant Dominique Ducharme qui soit sur un départ, avant le départ de Marc Bergevin pour l'arrivée de Kent Hughes et de Jeff Gorton. Les partisans commencent à être très frustrés à Vancouver, ce que je comprends. On est sur 7 matchs sans connaître une seule victoire. 7. C'est écœurant, c'est épouvantable. Le style de jeu, on dirait que les joueurs ont beaucoup de misère à jouer. Le système de jeu de Bruce Boudreau, qui serait déjà sur la sellette en ce moment du côté de Vancouver, ce n'était pas le choix de Jim Rutherford pour être le coach, d'où la prolongation de contrat de seulement 1 an. Sans compter aussi toutes les déclarations incendiaires, dont celle-ci de JT Miller. Ça, selon moi, Vancouver doit se reprendre en main. On parle du club qui a échappé le plus d'avance dans leur dernier match.
C'est à voir ce qui se passe du côté de Vancouver. Selon moi, si ça continue comme ça va brasser. On connaît le caractère bouillant de Jim Rutherford, ancien DG des Pingouins, pour eux qui ne l'avaient pas replacé. Il n'a pas peur de faire des gros mouvements pour brasser son équipe. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, voire semaines à Vancouver. Mais ça va brasser. Et pour ne pas les aider, leur défenseur vedette, Quinn Hughes, est blessé pendant au moins une semaine. On espère pour lui que ce soit le plus rapidement possible qu'il va revenir au jeu. Blessé au bas du corps, il sera réévalué sur une base hebdomadaire. On espère qu'il revient pour lui. Déjà là, c'est la débandade à Vancouver pour Kent Hughes. Si on rajoute... pour Kent Hughes. Pour, pour les Canucks de Vancouver. Si en plus on rajoute la blessure à Quinn Hughes, ça va vraiment pas du bon côté, du côté des Canucks. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Du côté de la RDS, John Tortorella est allé aussi de manière très forte en clouant sur le banc ses vétérans Travis Konechny et Kevin Hayes pendant la troisième période au complet dans le match des Flyers face aux Sharks de San Jose, stipulant un manque d'effort de ces deux vétérans. Encore une fois, les Flyers ont surprenamment une bonne fiche de 4 victoires, 2 défaites. Ils ont donné à San Jose leur deuxième victoire de la saison, mais du côté des Sharks, on s'en va nulle part. On s'en va dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Il faut s'en attendre. Du côté des Flyers, on ne pouvait pas perdre ce match-là. On ne pouvait aucunement le perdre. Et le fait qu'on l'a perdu 5-1 en passant de mémoire, et le fait que John Tortorella y va de cette manière-là, je vois en deux temps. Premier temps, c'est très, très, très sévère de la part de Tortorella pour donner un message à son banc, pour dire qu'il n'a pas peur de clouer ses vétérans. C'est une manière qu'on pourrait dire j'aime un peu, pas énormément, mais je comprends le fait de montrer l'exemple. S'ils ne jouent pas bien, ben, qu'ils restent sur le banc et on va faire jouer les autres qui jouent mieux qu'eux, en tout cas dans ce match-là. Par contre, tu enlèves tes meilleurs joueurs. Comment tu veux aider ton équipe à marquer des buts si tu enlèves tes deux meilleurs joueurs sur la glace? On se souvient aussi que Sean Couturier est blessé à long terme, ce qui n'aide pas les Flyers. Donc, c'est Travis Konechny et Kevin Hayes qui ont la lourde tâche d'amener ce club-là la victoire soir après soir. Et le fait que John Tortorella fait ça, selon moi, c'est pas la meilleure manière. On va s'entendre là-dessus. Tortorella, on le sait, c'est un coach très bouillant. Il a fait plusieurs choses dans le passé, que ce soit avec le Lightning, avec les Canucks, avec les Rangers. C'est un entraîneur qui n'a pas peur de faire des choix assez judicieux comme ça. C'est pas la première fois qu'il est autant intense avec les Flyers. On le sait, à leur première pratique avec ce coach-là, il y avait des joueurs qui étaient essoufflés, voire quasiment morts sur la glace, tellement qu'ils étaient à bout de souffle, tellement qu'il les vidait d'énergie. C'est un coach très, très, très intense du côté des Flyers. J'ai bien hâte de voir où est-ce que cela va donner. Est-ce que les Flyers vont pouvoir répliquer à leur prochain match suite à cela? C'est à voir. Du côté de TV Sport, on note Tyler Seguin qui a considéré prendre sa retraite suite à son opération à la hanche en janvier 2021. On sait que Tyler Seguin, ça fait un petit temps, gros joueur des Stars, ce n'est plus une vedette comme il l'a été au début de sa carrière. Il a fait son temps, il est quand même vieux, il est proche du milieu de la trentaine. Du côté de Tyler Seguin, encore une fois, il y a eu des déclarations envers lui et Jamie Benn de son propriétaire, disant qu'il n'aide pas assez l'équipe en termes de points. On va voir où est-ce qu'on s'en va du côté de ces deux-là. C'est probablement pour moi les deux joueurs à suivre cette saison, car pour moi, cette saison-là à Dallas, en tout cas pour Jamie Benn et Tyler Seguin, ça détermine leur avenir. Est-ce qu'ils vont rester à Dallas en ayant des saisons incroyables? Est-ce qu'ils vont pourrir, un terme un peu fort, excusez-moi, mais j'en ai pas d'autres qui viennent en tête. Est-ce qu'ils vont pourrir dans l'équipe des Stars avec leur salaire monumental, qui vont descendre année après année en termes de points, en termes de productivité? C'est à voir. Mais pour revenir à notre situation en janvier 2021, Tyler Seguin a dit à un de ses amis, j'ai regardé mon ami et je lui ai dit, je ne sais pas si je vais être capable de rejouer un jour.
Ma carrière est peut-être terminée. Je ne voyais tout simplement pas la lumière au bout du tunnel, a raconté Tyler Seguin au site de la LNH. Ça en fait beaucoup. On a une situation similaire, je trouve, du côté de Carey Price. Contrairement, qu'on va arriver plus tard, contrairement à Tyler Seguin, Price n'est toujours pas revenu au jeu. On sait tous pourquoi. Il en a parlé hier en conférence de presse que je vais revenir avec mon collègue Olivier Lecourt au courant de cette émission du midi. Mais savoir, est-ce que l'opération à la hanche a joué énormément sur la contribution de Tyler Seguin? Fort probablement. On va lui donner du doute là-dessus. Tyler Seguin est un joueur que j'aime bien. Le fait que sa blessure-là peut l'impacter à ce point-là, autant émotionnellement, mentalement que physiquement pour jouer, c'est avoir, selon moi, cette saison est la saison pour tout déterminer du côté de Jamie Benn et Tyler Seguin. Puis encore là, si on les échange, ce sera très compliqué de la part des Stars de s'en départir. Écrivez-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation de Jamie Benn et Tyler Seguin. Où est-ce qu'ils s'en vont? Est-ce que vous pensez comme moi que cette saison-là est déterminante pour les joueurs des Stars? C'est à suivre au courant de la saison. On continue du côté des manchettes. Phil Kessel pourrait officiellement battre le record de l'homme de fer de la Ligue nationale ce soir face aux Sharks de San Jose. Le chevalier numéro 81 des Golden Knights de Vegas a disputé son 989e match lundi. Son dernier match raté remonte au 31 octobre 2009. Match auquel les Maple Leafs avaient perdu face aux Canadiens en tir de barrage. Si la tendance se maintient, l'honorable Phil, mangeur de Doug Kessel, pourra disputer son 1000e match de suite le 17 novembre face aux Capitals. Juste pour du contexte, le surnom Phil Kessel que j'y ai donné, qui est mangeur de dog, c'est affectueusement. On adore notre Phil the Thrill, qui a récolté en carrière 957 points, si je me souviens bien, en 1200 matchs à travers les Bruins, les Maple Leafs, les Pingouins, les Coyotes et maintenant les Golden Knights. J'espère pour vrai que notre ami Phil pourra continuer cette séquence d'hommes de fer qui est match après match battu, car c'est lui qui détient le record à partir de ce soir s'il joue. On s'entend que 1000 matchs de suite s'il se rend au 17 novembre contre les Coyotes. C'est incroyable. J'espère que Vegas vont célébrer ça. C'est très, très rare que ça arrive dans la Ligue nationale. La preuve, ça serait le premier. On espère pour vrai que Phil the Thrill recommence à produire aussi à 35 ans. Est-ce qu'il peut aider les Golden Knights à cet âge honorable? C'est avoir très grosse carrière de la part de Phil Kessel. On espère les 1000 points aussi. Un des meilleurs francs-tireurs, pas de notre génération, mais de notre, comment je pourrais dire ça? Notre époque, on pourrait dire peut-être. À partir du moment qu'il y a débuté sa carrière jusqu'à sa fin, Phil Kessel a toujours été un des excellents francs-tireurs de la Ligue nationale. On espère qu'il continuera ainsi du côté de Vegas. La saison est encore jeune. On espère que ça continue ainsi. Nouvelle de dernière heure du côté de RDS. Blessé à une épaule lors du premier match de la saison, Patrick Laine pourrait amorcer immédiatement, ou du moins sous peu, un retour dans l'alignement de Columbus. On se souvient que Columbus était supposé le perdre pendant minimum 4 semaines. Cela fait seulement 10 jours, je crois, que le joueur a été blessé à l'épaule. Et on l'a vu à l'entraînement matinal ce matin à Columbus jouer sur le premier trio. On s'attend vraiment à un retour de Patrick Laine, car habituellement, les joueurs qui s'entraînent blessés portent des chandails différents, s'entraînent à part de l'équipe, mettons, avant ou après la pratique d'équipe, où ils mettent un chandail pas de contact si c'est encore un petit peu plus avancé. Dans le cas de Patrick Laine, on a un retour au jeu pour le moins proche. Entraînement matinal avec l'équipe, ça veut dire qu'il est prêt, probablement selon les médecins de Columbus, à avancer dans son cycle de réhabilitation. On espère un retour de Patrick Laine. En tout cas, moi, je l'espère, car je l'ai dans mon fantasy hockey. J'espère qu'il va faire des points pour mon équipe. J'espère aussi qu'il fera sa saison la plus productive en points, car pour eux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, Patrick Laine a dit que pour chaque
points qu'il fera cette saison, il donnera 1000 dollars à une fondation de son choix en guise de don pour aider les gens dans le besoin. C'est une cause très honorable de la part du Finlandais. J'espère qu'il fera, je ne sais pas, 100 points peut-être pour Patrick Laine en jouant avec Johnny Gaudreau, on ne sait jamais. Est-ce qu'il peut battre sa barre de 100 points? Est-ce qu'il peut battre les 50 buts? C'est à voir. Écrivez en commentaire aussi ce que vous pensez de l'avenir de la saison de Patrick Laine cette année. Avec Johnny Gaudreau, pensez-vous que ça va cliquer tout de suite? Pensez-vous qu'il y aura un petit peu de temps d'adaptation? C'est à voir du côté de Columbus. Et pour d'autres manchettes, allez sur le alacoupe.ca où il y a de très beaux textes, dont celle-là de Vincent Larue aussi, qui note les performances du Canadien à leurs 3 derniers matchs. On parle de 2 victoires, 1 défaite. J'étais au match face aux Pingouins, j'en avais parlé, c'était incroyable. Le match contre les Stars, le match contre les Stars, il faut un peu en parler avant de se lancer dans le sujet Carey Price. Le match contre les Stars, c'était un beau combat, encore une fois. Le Canadien s'est bien battu, n'a jamais lâché. Le Canadien s'est buté contre les Stars de Dallas qui était incroyable. Ils étaient de A à Z dominants dans le match malgré les combats du Canadien. C'était un match extrêmement physique de la part des Canadiens, de la part des Stars, fait aux Canadiens un match extrêmement physique. Herbert Jekai, c'était un match pour lui. Jake Oettinger était flamboyant du côté des Stars, encore une fois, qui est un gardien invaincu pour l'instant dans la Ligue nationale de hockey. Les Stars, pour moi, étonnamment, me surprennent. On va s'entendre là-dessus. Les Stars me surprennent énormément cette année. Je ne m'attendais pas à une saison comme ça de la part des Stars de Dallas. C'est à suivre du côté des Stars. Mais selon moi, la saison va... comment je pourrais dire ça? La saison va les rattraper, selon moi. Je m'attends à ça du côté des Stars de Dallas. Si on remonte un peu, match des Canadiens face aux Coyotes aussi. Très bon match de la part des Coyotes, de la part du Canadien qui explose les Coyotes par la marque de 6-2. On note un 4e but aussi de la part de Cole Caulfield qui a été blanchi face aux Stars de Dallas en termes de points. On note aussi le premier but de Juraj Slafkovský, le Canadien qui a littéralement dominé les Coyotes de l'Arizona de A à Z. C'était un match de fou du côté du Canadien. J'ai les statistiques ici, juste en termes de buts. Ça finit 6-2, bien évidemment. Des buts de Josh Anderson, des buts de Cole Caulfield. Brendan Gallagher aussi qui a marqué, ce qui aide énormément l'équipe. Et pour finir, Sean Monahan qui continue, on s'entend, c'est dans un filet désert, mais qui continue à bien jouer du côté du Canadien de Montréal. Excellente acquisition de Kent Hughes qui a eu Sean Monahan gratuitement. On s'entend là-dessus. Il y a eu Sean Monahan et un choix de premier tour gratuitement de la part des Flames de Calgary. C'est excellent. Excellente acquisition. J'adore ça. Surtout si on pense aussi à Kirby Dach, qui est excellent du côté du Canadien cette saison en termes d'effort, en termes de présence sur la glace. Kirby Dach est excellent. Ce qui vaut Alexander Romanov, selon moi, oui. Selon moi, il est même meilleur qu'Alexander Romanov. Ils ne jouent pas la même position, ils n'ont pas la même contribution. Mais selon moi, ça continue comme ça. Et Brendan Gallagher, qui joue très bien comparé à l'année passée, on va s'entendre là-dessus. Brendan Gallagher qui recommence à devenir l'attaquant fougueux qu'on a connu dans les dernières années. Le fait que le Canadien a connu une longue entre-saison lui a permis de se rétablir dans ses blessures. C'est excellent du côté de Brendan Gallagher. Du côté des points plus négatifs, Christian Dvorak qui continue à pas faire grand-chose, mais sans faire de choses négatives. Pour l'instant, il est pas mal neutre du côté du Canadien pour Christian Dvorak. Du côté de Evgeny Dadonov, c'est un joueur qui me surprend pas énormément. C'est un joueur que je n'aime pas beaucoup dans l'alignement du Canadien.
avec des points assez négatifs de mon côté. J'aime pas sa vision de jeu. Son effort n'est pas très constant dans les matchs soir après soir. Selon moi, on pourrait l'enlever de l'alignement et ça ne changerait pas grand-chose. On pourrait avoir même un gars comme Michael Pezzetta dans l'alignement qui donnerait plus d'intensité à un quatrième trio, qui serait plus présent du côté du Canadien de Montréal, Arbert Jekai, qui est un défenseur que j'adore beaucoup. Arbert Jekai, pour eux autres qui ne le savent pas, compte aujourd'hui dans la Ligue nationale, en ce moment même, 26 mises en échec. Il figure au 5e rang de la Ligue nationale de hockey en compagnie de, excusez-moi, je vais regarder dans mes notes, en compagnie de Tanner Janot des Predators de Nashville. Alors, Arbert Jekai, on s'en attendait à un défenseur très physique. À ce point-là, c'est à voir à Shea Weber, soit à Alexei Yemelin du côté des Canadiens. Et en plus, il connaît une bonne production offensive. Arbert Jekai du côté des Canadiens avec 3 points en 6 matchs, 1 but, 2 passes. Autant qu'il est un défenseur physique, qu'il est bon dans sa zone aussi, avec une fiche de +2, qui est de mémoire la 4e ou 3e meilleure fiche du Canadien en termes de plus-minus, comme on dit en anglais. Il est égalité au 3e rang du CH avec le valeureux Sean Monahan. Très gros début de saison de la part de Arbert Jekai. Mon défenseur préféré, cependant, est Kaden Goulet. Quel homme, ce Kaden Goulet. Connaît un excellent début de saison, connaît une très bonne saison pour l'instant. Pour moi, il est le premier défenseur du Canadien et il est le meilleur défenseur du Canadien cette année. Ça commence très fort comme première saison recrue du côté de Kaden Goulet. Et en parlant de très bonne saison, très bon départ de saison du moins, Jake Carlin en connaît un excellent aussi, avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites, 2,77 de buts alloués par match et un taux d'efficacité de 917 avec 11 buts alloués seulement en 4 matchs. On s'entend, selon moi, c'est une surprise avec une défense autant jeune, pendant que mon collègue Olivier Lecourt est encore en train de s'installer. Très surprenant de la part des gardiens. Et du côté aussi de Samuel Montembeault, qui en 2 matchs a connu une victoire et une défaite. 2,48 de buts alloués par match, 912 le pourcentage d'efficacité pour 5 buts alloués au total du côté du gardien québécois. On s'entend, c'est une très bonne fiche pour nos gardiens du Canadien qui tiennent le fort, malgré une défense très jeune qui fait aussi le travail, une attaque qui produit pas beaucoup, mais qu'on joue avec des défenseurs capables de jouer défensivement. Et parlant de gardiens, on a eu la conférence de presse de Carey Price hier. Et pour en parler, j'ai mon collaborateur Olivier Lecourt avec nous. Oli, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. J'ai dû faire un petit peu de patin, j'ai vu que tu t'installais. Oui, à la course. Quoi? J'étais à la course. Oui, mais c'est des choses qui arrivent. Au moins, tu es présent pour parler de Carey Price, qui est, selon moi, comme moi, ton plus grand joueur, ton idole de cette Ligue nationale de hockey, si je ne me trompe pas. En effet. En effet. As-tu eu le temps d'écouter la conférence de presse de Price hier? Oui, par petits bouts. J'étais dans les études, mais oui, par segment, là, j'ai réussi à écouter ce qui a été dégagé là, en particularité de son point de presse. OK. Moi, de mon côté, ce qu'on a retenu du côté Carey Price, je vais te faire part des citations et on en parlera par la suite. Martin McGuire lui a posé une question. Carey, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais les fans veulent savoir si tu vas revenir
au jeu. Carey Price, c'était la deuxième question de conférence de presse, donc on est rentré tout de suite sur le sujet. Carey Price a dit en anglais, je vais faire la traduction par la suite. Well, we'll have to take it step by step. I don't have like a plan to retire at this moment. I just try to be pain-free from day to day. I'm still having some issues getting up and down from stairs. Carrying my kids up and down stairs is difficult. So my first priority is to get my body in place that I'm pain-free from a day-to-day basis and we'll take it from here. C'est un problème qu'on savait déjà du côté de Carey Price qui explique que son but premier est de s'enlever la douleur qu'il a à tous les jours. Pour lui, monter et descendre des escaliers, c'est difficile sur son genou. Et même apporter ses enfants dans des escaliers, c'est très dur pour lui. On savait cette déclaration-là qui venait de Apron Bazoo, que Price avait confié à Apron Bazoo la semaine passée. Est-ce que cette déclaration-là t'a fait peur? Ben, je veux dire non, parce que comme tu as dit, on s'y attendait un peu. Là, je veux dire, depuis qu'on sait qu'il y a des problèmes au genou, on sait que ça n'a pas été facile pour lui. Il a tenté plusieurs fois là, de se réadapter, puis son genou, il ne suit pas le process. Donc, est-ce que ça me fait peur? En même temps, non, parce que je pense pas qu'on peut être plus déçu que actuellement la situation qu'on vit avec Carey Price. Mais le fait de le voir tout au long du point de presse, autant transparent, j'ai envie de dire, il avait l'air calme, en paix avec ce qui se passe actuellement. Puis le fait de le voir autant dans son non-verbal que par rapport à ce qu'il dit, il ne veut pas s'arrêter, là. Il veut continuer de se battre pour retrouver l'état de son genou, l'état de la santé à 100%, parce que tu le vois encore qu'il y a encore le feu sacré, là. Il a vu sa Coupe Stanley, là. Je ne dis pas pour autant qu'il va faire un retour dans la Ligue nationale, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis actuellement, c'est qu'on voit qu'il y a toujours la même passion pour ce sport, puis qu'il a toujours autant envie de jouer pour le Canadien de Montréal, puis qu'il va continuer de faire les efforts pour retrouver son poste de gardien de but. Mais comme il a dit, et c'est très important, le plus important, c'est qu'il retrouve l'état de santé nécessaire pour vivre une belle vie après. Parce que c'est bien beau jouer dans la Ligue nationale pendant 20 années, mettons. Tu as aussi un après-vie. Puis quand tu gagnes plusieurs millions par année, c'est le fun après ça de pouvoir justement en profiter. Tu sais, lui, mettons, ça fait plusieurs années qu'il subit une pression médiatique, une pression de performance. Il n'y a pas, tu sais, comme on parlait un peu cette semaine ensemble, je trouve qu'il n'a pas vraiment profité de la vie que Montréal pouvait lui offrir, tu sais, les attraits touristiques, ces affaires-là. Là, maintenant, il se retrouve un peu plus centré sur sa vie personnelle. Là, on le voit, il va aux Alouettes, il va au CF de Montréal, il va voir les Raptors. Il commence un peu plus à profiter de la vie, faire des activités. Puis je trouve que c'est autant le fun parce qu'il s'applique tout autant dans la communauté de Montréal. Exactement. Du côté de Carey Price, ça lui permet de profiter de la vie de Montréalaise, comme tu y as dit, mais sa priorité est de se rétablir juste pour vivre une vie normale. Et à regarder ça, on dirait que ça va être compliqué de le refaire. Pour continuer, on y va en ordre chronologique de la conférence de presse. Jean-François Chaumont, du Journal de Montréal, a dit: qu'as-tu ressenti lors de la réaction de la foule contre les Maple Leafs? Il a dit que c'était incroyable, un très grand sens de gratitude. C'est la meilleure façon de le décrire pour lui. C'était juste, ça lui a réchauffé le cœur. Toi, en tant que grand fan de Carey Price, qu'as-tu eu comme réaction suite à l'accueil chaleureux de la foule face aux Maple Leafs? Des frissons, c'était malade. Ah, je l'ai même reculé, je l'ai même enregistré, je l'ai réécouté. Pour moi, c'était comme si on lui redonnait un peu ce qu'il nous a donné pendant tellement d'années. Moi, pour vrai, c'était mon moment préféré de la saison jusqu'à présent, puis ça va être dur à détrôner. Exact, puis je te rejoins là-dessus. J'ai écouté ce moment-là à la radio. J'ai écouté ce moment-là à la radio et pour vrai, j'ai eu des frissons comme toi. J'ai écouté, je l'ai vu après en rediffusion sur l'application Sportsnet. Et pour vrai, j'avais les yeux qui chauffaient. J'étais sur le bord de pleurer en voyant cet accueil chaleureux. Mais pour toi, c'est vraiment une redevance des partisans envers Price. Oui, totalement. Je trouve que, tu sais, par rapport à ce que je te disais, toute la pression qu'il y a eu durant ces années-là, toutes les bonnes performances qu'il nous a données, plusieurs années qu'on s'est rendu loin grâce à lui, justement, on peut penser là, à l'année qu'on a perdu contre Tampa en finale de la Coupe. Si c'est pas de Carey Price, on passe même pas Toronto en 7. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était vraiment là, une redevance, je pense que... En fait, je pense, j'irai même jusqu'à là, mais les partisans se devaient de réserver cet accueil à Carey Price. Ben oui, qui est un gardien qui a tenu les Canadiens pendant plus de 15 ans
aussi, ça fait 15 ans qu'il est dans l'organisation déjà, Carey Price. Les partisans se devaient de bien l'accueillir comme ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour continuer, il y a une autre déclaration de Carey. On en a beaucoup des déclarations d'ailleurs. Je l'ai réécouté ce matin pour vous sortir tout ça. Il a dit aussi, it's frustrating, no question. You go from the Stanley Cup final to be sitting here today, en parlant devant les médias. It's a very short amount of time. It's not a position that I envisioned myself being in not too long ago. It's been an emotional roller coaster for myself, but at the end of the day, I have my family, my kids, my wife, very supportive, and every fan that I had in an interaction with it the last year and a half has been just overwhelming positively, and I'm thankful for that. Alors, dans cette déclaration, Carey dit que c'est très frustrant de partir de la finale de la Coupe Stanley à être assis devant les médias et parler de sa condition physique. On s'entend en tant qu'un joueur, n'importe qui, que tu sois Joe Thornton, à Connor McDavid, à Carey Price, à Tyler Moth, c'est très compliqué. Ça doit être très compliqué de faire ça. Il est dans une position qu'il ne s'est jamais vu faire. Ça a été pour lui un roller coaster, une montagne russe d'émotions pour lui. Mais comme il a dit, à la fin de la journée, il y avait sa famille, sa femme, ses enfants pour être supportifs, qui ont donné un très gros support envers lui et toutes les interactions qu'il a eues avec les fans dans la dernière année, ça a été très overwhelming, très, très bon positivement. Pour lui, il est très content là-dessus. Qu'as-tu pensé de cette déclaration-là de la part de notre Carey national? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est une grosse déception pour lui. Tu sais, comme tu dis, il part de la finale de la Coupe Stanley à être dans les gradins à manger des hot dogs. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est comme on l'a vu par rapport durant les séries avec Carey Price, chez Weber, on a vraiment poussé la santé au bout du rouleau. Là. Vraiment, là, tu sais, je pense à Weber notamment. Là. Mais ces deux gars-là, ils savaient que c'était probablement leur dernière chance de gagner la Coupe Stanley. Parce que, tu sais, Montréal, n'était pas nécessairement vu comme étant aspirant à la Coupe Stanley cette année-là. Oh, vraiment pas. C'est ça. Donc, tu sais, quand on a vu qu'on était rendu là, je pense qu'on était vraiment au bout du bout. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, il y a une après-carrière, tu sais. C'est bien beau pousser sa santé au maximum. Mais oui, c'est comprenable que ça soit décevant pour lui. Mais moi, honnêtement, j'espère qu'il va faire un retour parce que mon côté de partisan le souhaite, mais mon côté humain, au final, ne souhaite que le voir en santé pour qu'il puisse profiter de sa vie avec ses enfants, justement. Donc, je le comprends complètement parce que, mettons, moi qui joue au hockey, juste rater un match à cause d'une blessure, juste un match, ça me met hors de moi, puis je suis vraiment triste de rater la game. Fait que j'imagine lui qui a autant envie de jouer, encore le feu sacré, puis qui voit son équipe jouer, mais qui ne peut pas. Ça fait plusieurs années, là, il dit, là, il y a le siège de tatoué sur le cœur. Fait de voir les gars jouer, il a toujours été impliqué, puis là, il peut s'impliquer, oui, en quelque part, mais pas totalement comme qu'il voudrait. Là. Exact. Exactement, puis on va en revenir plus tard là-dessus. J'ai eu un petit flash pendant que tu parlais. Faut pas oublier que Carey Price est zioté, peu importe ce qu'il fait, que ce soit aux Alouettes, aux Raptors, on s'entend là-dessus. Carey Price est probablement plus populaire que le premier ministre en ce moment. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est autant que les fans ont été chaleureux envers lui que pendant le match contre les Raptors, quand les gens ont mis « Hey, il y a Carey Price au match des Raptors », tout ça, il y a une minorité, vraiment une très minorité de fans qui disaient « Ah, mais vous voyez, il ne méritait pas d'être ici, il n'est même pas avec l'équipe, il n'encourage pas les gars, il est ici, aux Raptors. » Oli, je sais que cette attitude-là de partisan te frustre énormément. Que penses-tu de cette minorité de partisans qui dit ça sur Carey Price avant qu'on continue? Ben, premièrement, cette minorité-là est toujours là pour chercher les bébites où est-ce qu'il n'y en a pas nécessairement. Exact. Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport là, à l'atmosphère au hockey. Là. Quand les joueurs sont blessés, peu importe à quel niveau tu joues, que ce soit professionnel ou junior, bantam, peu importe, quand tu es blessé, c'est beau de t'impliquer et d'aller voir tes matchs de tes équipes, mais tu ne peux pas toujours être dans le vestiaire parce que les gars, quand ils arrivent à l'aréna, ils ont un mindset pour se préparer en vue du match. Ils ne sont pas là pour jaser avec Carey. Puis, Carey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Non, il n'y en a pas de ça. De voir Carey dans l'entourage, c'est une affaire, mais Carey ne peut pas être là à chaque match, proche du vestiaire ou quoi que ce soit, pour être avec les coéquipiers. Ça, impossible. Les gars sont professionnels, ils ont une game à jouer. Ça se peut que Price se présente après les matchs. Tu sais, je veux dire, on n'est pas toujours dans les coulisses, on ne voit pas ce qui se passe.
Puis moi, je veux juste dire une affaire aussi par rapport à ça qui a été au match des Raptors, au match des Alouettes. Juste préciser qu'il n'a pas seulement été voir le match puis qu'il a fait son antisociable. Il a été au match, mais il a profité aussi pour prendre des photos, signer des autographes. Fait qu'encore une fois, il redonne encore à la communauté montréalaise. Exact. Puis il l'a fait aussi quand il est allé voir un match des Alouettes, où est-ce que c'est littéralement sa fille Liv qui prenait les ballons des joueurs et il donnait ça à son père. C'est quand même très beau à voir. Price, il y avait une petite assistante personnelle. Il a même dit durant la conférence de presse qu'il a trouvé ça très drôle de la part de sa fille. Moi, je trouvais ça très cute, d'ailleurs. Alors, si on continue dans la conférence de presse, on ferme la parenthèse du côté de ce qui s'est passé des Raptors. Eric Ingles a dit: peux-tu nous dire le plus détaillé possible, c'est quoi que tu avais, c'est à travers quoi as-tu passé sur une base régulière durant les séries? On se souvient, Price avait déjà des problèmes de genoux avant le début des séries. Il a dit que c'est mentalement très challenging. Les séries, c'est vraiment un effort de tout le monde. C'est un effort que tu sois blessé, que tu ne sois pas blessé. C'est un effort, tu ne sais jamais quand tu vas revenir. Donc, il dit que jouer, ça lui faisait mal, mais qu'il était prêt à passer à travers cette douleur-là pour tout faire. Il dit que les morning skates, les entraînements matinaux étaient tough pour lui, ce qui est comprenable quand la veille, tu as joué un match. Mais il dit qu'il n'a jamais tant aimé les pratiques le matin, le lendemain de match, en tout cas dans ces séries 2021-là. Et il a dit que son but était, malgré la douleur, de toujours rester focus sur un seul but, qui était la Coupe Stanley. Il a dit: j'étais prêt à tout tasser pour avoir ce but-là. Il dit: ben, un jour, quand tu joues toujours blessé dans les séries, ben, ça fait quelque chose sur ton corps aussi. La mentalité de Price, on s'entend, ça a toujours été ça, lui. Oui, ben, comme il a dit aussi durant son point de presse à un moment donné, il a dit pour atteindre la Ligue nationale, ça prend plusieurs sacrifices. Exact. Puis pour jouer là pendant plusieurs années, ça en prend énormément aussi. Mais un coup rendu à la Ligue nationale, tu veux livrer des performances, mais ce que tu veux par-dessus tout, c'est la Coupe Stanley. Ben oui. Il Puis, y a des joueurs qui ne connaissent même pas une finale de la Coupe Stanley là, pendant la carrière. c'est exactement. Puis moi, la réaction, je vais toujours me rappeler, c'est qu'on a gagné en finale d'association. Puis Price avait les bras dans les airs comme ça, puis qu'il ne croyait pas. Honnêtement, ça voulait tout dire parce que c'était comme si ça voulait dire un. Tu sais, c'était comme si c'était un. Ah, ça relâche un peu la pression. Tu sais qu'enfin, on s'y rend. Enfin, après tant d'années, j'ai enfin le droit d'y goûter. Puis, tu sais, c'est ça. Lui, son objectif principal, la seule affaire qui manque, c'est une Coupe Stanley. Fait c'est sûr qu'il était prêt à tout pour y arriver. Puis, c'est pas. J'ai envie de dire que c'est pas n'importe qui aurait été aussi loin par rapport à son état de santé, là, qui aurait pu pousser aussi loin la machine que ce que Carey l'a fait. Puis, pas juste pousser la machine, mais être grandiose aussi pendant cette série-là. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, comme tu dis, les performances qu'il continue de donner par-dessus tout. Puis, qui aurait pu croire que Price était blessé durant ces séries-là, honnêtement, là? Ah, ça paraissait pas. Là. C'est ça. Surtout à travers les 3 premiers tours. Bon, contre Tampa Bay, on va s'entendre dans les 2 premiers matchs, il y a eu une fatigue des Canadiens, ce qui leur a probablement coûté leur chance aussi. Mais on pleurera une autre fois. Du coup, si on continue dans la conférence de presse, Marc Defoy, lui aussi, du Journal de Montréal, si je ne me trompe pas, il a dit: Carey, si je ne me trompe pas, tu as vu d'autres médecins au cours de la saison. Il a dit en anglais: I did, we have our doctors here. J'ai vu mes médecins à Montréal, j'ai vu mon médecin à New York. Il dit: et pour avoir une deuxième opinion, je suis allé voir un médecin à Pittsburgh durant le milieu de la saison. Puis il a dit: c'est pendant ce temps-là, à la fin de l'année, qu'il a eu son deuxième opinion, qui a appris c'est quoi que son futur lui réserve et ce qu'il allait continuer. C'est là qu'il a appris que une deuxième opération lui serait suggérée, ce qu'il n'a pas trouvé très plaisant car c'est une opération assez intrusive que je peux expliquer par la suite. C'est très risqué pour sa qualité de vie, même après le hockey. Ça ne le rassure pas beaucoup, ça le stresse un peu d'avoir une autre opération. C'est quelque chose qu'il considère aussi dans sa qualité de vie. Il dit: si c'était dans une condition de vie ou de mort, probablement qu'il le ferait. Mais tout ce qu'il veut, c'est ne pas avoir de difficultés dans sa vie day-to-day, dans sa vie jour au jour, avec ses enfants.
c'est quelque chose, par contre, qu'il va considérer pour l'opération. Pour eux qui ne savent pas, c'est une opération Tommy Jones. Price l'a expliqué hier. Il dit « Je pourrais me faire opérer », explique le numéro 31. En gros, ce serait remplacer le cartilage endommagé dans mon genou. C'est une opération risquée qui a des chances de réussite de seulement 50%. Si c'était une question de vie ou de mort, probablement que je le ferais. Mais présentement, je regarde mes jeunes enfants et je vais être capable de jouer avec eux. C'est la chose la plus importante. Si tu te mets à la place de Price, Oli, est-ce que tu serais du même avis que le gardien? Ferais-tu la même chose que le numéro 31? Ben, en fait, comme on l'a dit un petit peu plus tôt là, dans l'émission, Price, ça fait plusieurs années qu'il redonne à la communauté. Oui. Maintenant, c'est le temps de se retourner vers sa vie à lui. Exact. Je pense qu'il n'y a personne qui est mieux placé que lui pour savoir ce qui est le meilleur, justement, pour lui. Et pour sa famille, bien sûr, parce que c'est un deux en un, si on veut. L'un vient avec l'autre. Moi, je pense que, veux pas, c'est beaucoup de déception là, par rapport à toutes les rencontres qu'il y a eu avec les médecins. Puis là, ben, telle affaire. Puis c'est déception par-dessus déception. Puis il a bien beau tout faire pour réussir à réhabiliter son genou, ben, ça ne veut rien savoir. Moi, honnêtement, je lui souhaite parce que c'est lui au final qui va prendre la décision de l'opération. Donc, moi, au final, je lui souhaite de prendre la meilleure décision pour lui. Puis, je veux pas qu'il fasse, parce qu'il s'est beaucoup sacrifié pour la communauté de Montréal, pour le hockey. Fait que cette décision-là, je veux pas qu'il la prenne en fonction d'un retour au jeu. C'est ça, je veux pas qu'il la prenne en fonction du côté de Montréal, encore une fois. Je veux vraiment qu'il la prenne pour sa vie personnelle, pour son avenir, son futur avec ses enfants, pour qu'il puisse vivre vraiment la belle vie. Écoute, il a l'argent, puis ça, plusieurs vont critiquer par rapport au salaire qu'il gagne, mais l'argent, il l'a, tu sais. Puis, je veux dire, il y a une belle femme, il y a des beaux enfants, genre, profite de la vie. Je pense que si en dedans de lui, il sent qu'il n'est pas capable de faire un retour au jeu, puis que son genou ne lui permet pas, profite de ta vie. Il mérite en masse. Oui, exact. Tu en as glissé un mot tantôt. Il a dit que sa réhabilitation n'a pas été un succès. Même jusqu'à un jour d'aujourd'hui. Il dit que c'est très frustrant. Il a parlé à d'autres personnes qui ont eu ce type de blessure, puis il a dit que ça leur a pris au moins 1 an avant à moins d'avoir un meilleur feeling sur leur genou. Il dit qu'il tient encore de l'espoir. Il sait qu'il y a une possibilité d'avoir une autre injection dans le genou, mais il va regarder ce qui arrive. Il essaye de régler ce problème, mais encore une fois, l'opération ne le rassure pas. Ça lui fait presque peur. Est-ce que ça te rassure un peu du côté de Price qui dit qu'il a parlé à des gens qui ont eu ce type de blessure-là et que ça leur a pris près d'1 an et plus pour que ça se raffermit naturellement? Est-ce que ça te réconforte un peu d'entendre ça du côté de Price? Ben, parce que oui puis non, parce que d'un côté, je me dis que chaque situation, chaque problématique est propre à différentes personnes. T'sais? Puis peut-être que pour Bob, ben, ça y a pris 1 an pour son genou, mais Bob, ben, il était chez eux durant cette année-là complète, puis il n'a pas fait grand-chose. Tu sais, je veux dire, Kerry, comme on a parlé tantôt, durant les séries, il a vraiment poussé au bout du bout de la machine. Fait que la blessure est là, mais elle est grave à quel point? Tu sais, c'est là la question. Là. Parce qu'il est tellement poussé que peut-être que la même blessure que toi, tu pourrais avoir, mais est-ce que le niveau de gravité est le même? Je ne penserais pas. Exact. Tu sais, donc, je veux dire, oui, ça me rassure. Oui, du fait qu'il y a eu d'autres situations semblables, ça peut être rassurant d'un point de vue, parce que si tu dis, bon, ben, ça a pris tel temps, puis finalement, après la réhabilitation, ça a fini par marcher, mais tu regardes la situation à Price, on l'a déjà essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Fait, je pense que les injections, il y a même eu 2 injections, si je me souviens bien, dans le genou pour l'aider à essayer. Là. Ouais, puis ça n'a pas fonctionné, tu sais. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a donné une victoire de 10-2 contre les Panthers. Est-ce que c'est probablement le dernier match de sa carrière? Là où est la question. Selon moi, oui. On va y revenir plus tard, une fois qu'on aura fait le résumé de cette conférence de presse. Je vais te poser 2-3 petites questions. On va voir tes réponses, mais selon moi, est-ce qu'on a vu le dernier match de Price? Probablement. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Oui. Ça fait mal, hein? Oui, ça m'est quasiment triste à dire, mais
Oui, je pense que oui. Je pense que oui, mais au moins, c'était pas un annoncement de retraite. Les gens qui s'attendaient à ça, c'était clairement pas ce qui allait arriver. C'était vraiment une mise à jour parce que il y a les assurances encore, vu qu'il est sous contrat, tout ça. Donc, ça sert à rien qu'il donne sa retraite tout de suite. Je veux Mais juste dire quelque chose. continuons. Oui. Par rapport à. Parce que tu as parlé d'assurance, oui, c'est sûr qu'il veut toucher à l'argent. Ça, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je suis sûr en dedans de lui que la flamme est encore présente. Puis Ah, ben oui. lui, il espère tout. Non, mais c'est parce que plusieurs disent que c'est juste une question monétaire. Mais je veux tout de suite enlever ça là, dans leur tête. Là. C'est pas qu'une question monétaire. Price, c'est un gagnant. Partout où est-ce qu'il a passé, il a gagné. Qu'on peut, mettons, avec Team Canada, peu importe. Ce gars-là, c'est un des plus grands athlètes qu'on a eu. C'est un fier compétiteur. Et lui, tant qu'il va avoir la chance de pouvoir revenir au jeu pour remporter la Coupe Stanley, écoutez, c'est la seule affaire qui lui manque. Il a veut, là. Il a veut sa Coupe Stanley. À chaque soir qu'il se couche, il doit y penser. Là. Fait qu'il a veut sa Coupe Stanley. Fait que tant qu'il va pouvoir avoir la possibilité de faire un retour au jeu pour la gagner, inquiétez-vous pas que c'est pas juste une question monétaire. Mais oui, ça en fait partie, mais on parle pas juste d'argent ici. Exact. Puis il l'a dit plus tard, un peu dans la conférence de presse concernant sa réhabilitation, il a dit si je devais tout refaire, je le fais. Ça démontre à quel point le gars il a du feu là, en lui. Il veut revenir au jeu, mais il va prioriser sa famille, ce qu'on comprend, à 100%. Oui. Tu as parlé tantôt de son implication dans l'équipe. Tu as souligné quelques mots, quelques pensées de toi-même. On va aller voir ce que Price a dit sur son implication dans l'équipe. You feel like to be a part of the team, but you feel that you're not part of the team either. Donc, tu as l'impression de l'être avec les Canadiens, mais sans l'être pour vrai. Il dit tu es dans une zone grise, spécialement quand ça fait longtemps que tu es en dehors de l'équipe. Il dit je veux pas être là-bas tous les jours. Ces gars-là, sont professionnels, ils ont des entraîneurs à voir à tous les jours. Et je veux pas, comment je pourrais bien dire ça, être un boulet dans leur progression. Il dit je ne fais pas partie du processus ici cette saison. Il dit je me sentirais trop dans le chemin de ces joueurs-là. Mais il a dit qu'il va être dans l'organisation occasionnellement. Les gars lui manquent beaucoup. Il dit que plusieurs joueurs qui ont été à l'écart de l'équipe pendant longtemps, que ce soit partout dans la Ligue nationale, seraient d'accord avec lui. Ce que les gars manquent le plus, c'est, comme il a dit, joking around, niaiser avec les gars. Mais, donc, il a rassuré tout le monde en disant qu'il sera alentour, mais de façon occasionnelle. Tu as glissé un mot là-dessus, je te laisse continuer sur ce que tu disais tantôt. Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, premièrement, tu ne peux pas toujours être là. Parce que les gars, il faut qu'ils focusent sur leur game, sur la performance, leur entraînement. Ils ne sont pas tout le temps là pour jaser justement de qu'est-ce qu'ils font. Ah, il fait-tu beau dehors, Kerry, ou qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, tu été à la chasse. Parce qu'actuellement, les Carey Price ou les gars de l'équipe ne sont pas dans la même atmosphère. Je veux dire, d'un côté, on a les gars qui ont une certaine pression, qui doivent constamment performer. De l'autre côté, tu as Kerry qui veut essayer de se faire un petit peu plus discret pour ne pas trop attirer l'attention médiatique, pour le laisser justement auprès de l'équipe. Donc, tu sais, on est un peu entre deux. Mais je sais que Carey Price veut tout autant s'impliquer pour aider les jeunes parce qu'avec l'expérience qu'il a, il a le rôle du vétéran. Et je sais que ça lui tient encore beaucoup à cœur et que ce rôle de papa-là qu'on lui affiche, je sais qu'il veut le jouer auprès des jeunes. Je sais qu'il va être là aussi en support par rapport avec Jake Allen puis Samuel Montembeault. Moi, je ne serais pas surpris de le voir là, dans le premier voyage là, dans l'Ouest, voir Carey Price suivre l'équipe. Mais quand c'est à Montréal, quand c'est à la maison, je pense pas qu'il va toujours être présent. Il va peut-être être au match dans les loges, mais comme je vous dis, avant la game ou quoi que ce soit, je pense pas le voir. Mais comme je vous dis, on le voit, mettons, aux Alouettes, alors que le Canadien joue quelques heures après. Mais vous ne savez pas, après le match, quand les joueurs vont souper, Kerry, il doit se présenter quand même. Là. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Fait faut pas juste se fier à ce qu'on voit à la caméra puis à ce que les journalistes ils disent. Parce que oui, on dit les choses principales, on dit ce qu'on voit, mais en dehors des caméras, dans les coulisses, on ne voit pas réellement ce qui se passe. Puis tu sais, les messages textes, les vidéos FaceTime, ces choses-là de nos jours, c'est très à la mode. Puis ça, moi, je suis persuadé que Carey Price est très impliqué à ce niveau-là. Des fois, juste un petit texto, une chose comme ça, nous, on n'y a pas accès. Mais ça compte comme de l'implication auprès de l'équipe, auprès des joueurs. Puis je suis sûr que Carey Price, c'est une de ses méthodes pour rester impliqué dans l'équipe.
Puis probablement qu'il regarde tous les matchs qu'il peut durant la saison. Ça, on va s'entendre là-dessus. C'est sûr. À part peut-être le match, encore une fois, que tu allais voir les Raptors, parce que, bon, conflit horaire, bien évidemment. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il regardait le pointage pendant la game. Ça, on va s'entendre là-dessus. Là. Selon moi, les Canadiens font toujours partie de son cœur. Il l'a prouvé encore hier. C'est même pas une question, selon moi, s'il fait encore partie de l'équipe. La réponse est oui. C'est même pas une question. On va être dans un sujet, encore dans la conférence de presse. C'est le dernier sujet qu'on va aborder en lien avec la conférence de presse. Comme ça, on va parler un petit peu plus de Price en détail. Je pense que cette déclaration-là va te faire mal un peu, Oli. Grand hater de Chris Kreider. On va aller dans ce sujet-là. Il y a un journaliste hier qui a dit: sais-tu quand ces problèmes-là ont commencé à apparaître? Car selon plusieurs personnes, c'est à cause du choc que tu as eu avec Chris Kreider. On se souvient, durant les séries 2014-2015, en finale de conférence de l'Est, Chris Kreider qui rentre à pieds joints dans le genou à Price, qui a amené toutes les blessures. Kerry a dit: selon moi, ça a commencé il y a probablement 8 ans, dit-il à la blague, en parlant de l'affaire de Kreider sans le nommer, bien évidemment. Il dit: c'est très demandant sur le corps, spécialement quand tu es dans le milieu de la trentaine. Il dit ça, c'est une progression. Il dit: j'ai déjà eu des blessures aux hanches, aux chevilles, au dos aussi. Mais plus que tu avances dans l'âge, moins tu vas guérir de ces blessures-là. Il dit: c'est juste une accumulation de jouer à très haut niveau pendant plusieurs longues années. Je veux te ramener sur la déclaration qui a dit que ça fait probablement 8 ans qu'il y a des problèmes de genoux qui remontent à l'affaire de Kreider. T'en penses quoi de ça, même si je sais probablement ta réponse? Ouais, ben on va essayer de rester courtois, là, puisque dans le direct. Non, mais honnêtement, c'est comme un message caché qu'il lance. Là, il passe une petite discrète, mais tu comprends là, la référence. Puis le fait qu'ils disent que c'est aussi dû au fait qu'ils jouent dans un niveau élevé pendant plusieurs années. Oui, puis non, là, parce que je veux dire, les athlètes sont capables de prendre soin d'eux. Oui. C'est sûr qu'une blessure comme ça, quand ça provient d'un gars comme Ryder, une blessure de genre, ça fait mal. C'est une blessure qui peut revenir en effet. Mais moi, je pense que ce qui a aggravé cette blessure, c'est la surutilisation de Carey Price au cours de la saison suivante. Exactement, parce qu'on l'a beaucoup surutilisé. C'est beaucoup de matchs de jouer. Puis c'est dur de revenir d'une blessure quand tu joues autant de matchs. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y a des progressivement, saison par saison. Maintenant, lui donner moins de matchs. La saison d'après, un peu plus. Peut-être qu'on lui aurait permis de revenir avec un meilleur niveau de santé. Peut-être pas dans les années 2017, 2018, 2019. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il serait encore capable de gauler parce qu'on n'aurait pas surutilisé Carey Price. Et là, j'accuse pas personne. J'accuse pas le coaching staff. Personne là-dedans parce que Carey Price aussi avait son mot à dire par rapport à ça. Ben oui. Bon. Mais oui, en effet, Kreider, ish. Ish, hein? Oui, ish. On va s'arrêter ici pour ish. Bon, l'affaire de Kreider, on s'entend, ça fait mal dans le cœur de tous les partisans, dont moi. Vous le savez, je porte mon chandail de Carey Price ici même. Tant qu'en parler, j'ai décidé de mettre le chandail. Selon moi, c'est probablement le meilleur joueur que les Canadiens ont eu dans les 20 dernières années, dans le cas de Carey Price, et c'est même pas une question. Ça fait très mal d'entendre ça, surtout d'un gardien qui avait joué tellement une grosse saison 2014-2015. Pour eux autres qui s'en souviennent, c'est la saison qui a donné le trophée Hart, le Vézina, le Jennings et le Bill Masterton, si je ne me trompe pas, remis au meilleur joueur par ses pairs. C'était une saison incroyable à part de Price. Selon moi, le Canadien allait en finale de la Coupe Stanley avec un Price en santé. Mon point a été prouvé il y a 2 ans. C'est à voir du côté du Canadien, mais ça fait très mal. Ça fait très mal d'entendre ça, que c'est à cause d'un impact. Peu importe que ce soit volontaire ou pas, là, on ne va pas embarquer là-dessus. Là. C'est dommage qu'à cause d'un impact comme ça, un aussi grand gardien, qui est selon moi le meilleur de notre génération, finit sa carrière ainsi graduellement. C'est plat. C'est très plat. C'est très plat. Avec la conférence de presse de côté, Oli, on en a parlé sur notre chaîne. C'est probablement où est-ce que je m'en vais. Le 31. Pour ou contre dans les hauteurs du centre-ville? Moi, tu sais, pour moi, c'est même pas une question.
En fait, je pense que juste le fait de poser la question, c'est d'y répondre. OK. Aussi simple que ça, là, juste le fait de poser la question, je pense que c'est d'y répondre. Je pense qu'un goaler qui a marqué autant la génération, qui a tenu l'équipe autant longtemps sur ses épaules, les trophées remportés, depuis le début de sa carrière, partout où est-ce qu'il a passé, il a été marquant. Oui. Pour moi, c'est même pas une question. Fait que pour toi, c'est un oui absolument pour le numéro retiré et le temps de la renommée, lui? Oui. Ouais. Je sais que de nos jours, on dit beaucoup que ça prend une Coupe Stanley pour être. Oh mon Dieu, partez-moi pas là-dessus. Ben, c'est ça, moi, en fait, ça vient beaucoup me chercher aussi, là, comme quand on parle juste de l'aspect monétaire ou peu importe. Là. Mais arrêtons de dire ça. Là. Ça n'a aucun rapport. Une Coupe Stanley, ça se remporte quand une équipe complète, là. Tu sais, je veux dire, on peut prendre l'exemple de Tampa Bay. Vasilevski, excellent gardien de but, rien à dire Oh, contre lui. incroyable. Mais regardez l'équipe qu'il y a en avant de lui, c'est une sapristi équipe. T'sais. Fait que je veux dire, il faut aussi prendre en considération que le gars, il n'avait pas une équipe complète. Il y avait seulement lui. Donc, la Coupe Stanley, c'est un trophée collectif. Du côté individuel, Carey Price, pas grand-chose à dire contre lui. Merci à Sam, par contre, qui nous dit pour Price, il n'a pas dit que c'est vrai, on commençait il y a 8 ans, mais bien, c'est vraiment, on commençait à l'âge de 8 ans. Merci pour la nuance, Sam. Ça veut dire que j'ai pas bien compris la conférence. Voyons, ce bout-là de la conférence. Merci de l'ajustement à faire. Pour continuer là-dessus, Oli, je te rejoins à 100%. Price mérite dans son numéro retiré et dès l'automne de la renommée. Tu es le gardien le plus victorieux du Canadien. Tu as traîné ton équipe sur les épaules pendant plus de 10 ans. Ton joueur qui t'a aidé le plus à Kovalev avec 78 points. Tu n'as jamais eu autant. Tu n'as jamais eu un joueur qui a fait plus que ça. Pour moi, Price doit le faire. Et mon exemple est Pécoriné. Pécoriné est allé une fois à la finale de la Coupe Stanley, a gagné un Vézina, mais elle n'a jamais gagné de Coupe Stanley. Et pourtant, son numéro retiré. Les mauvaises langues vont dire ah, mais c'est les Predators de Nashville, c'est pas pareil. Un numéro retiré, c'est un numéro retiré. On s'entend là-dessus. Donc, selon moi, Carey Price doit l'avoir. C'est une obligation. C'est le gardien le plus victorieux de l'équipe. Fait que selon moi, si son numéro n'est pas retiré, ça serait dommage de voir ça de la part de Jeff Olson. Seul l'avenir va nous dire, mais on s'aventure dans une zone très noire ou blanche. C'est vraiment deux opposés. Il n'y a pas de zone grise, malheureusement, dans ce débat-là. Et continuons maintenant pour la fin du show. Nous allons préparer le match canadien contre le Wild du Minnesota. Si tu veux, avant de te lancer là-dessus, je vais te donner un petit peu de statistiques du côté du Wild, qui est 13e dans la conférence de l'Ouest. Une victoire, 3 défaites, une défaite en prolongation. On parle de 3 points. 7e dans la division centrale. Ils sont seulement devant les pauvres Coyotes de l'Arizona. L'équipe qui est, comme on dit en anglais, un dumpster fire, une poubelle qui brûle depuis leur finale de conférence en 2013, si je ne me trompe pas, avec Mike Smith dans les buts. Du côté des stats de l'équipe, ils ont marqué 3,80 buts par match, bon pour le 6e rang de la Ligue nationale de hockey. En termes de buts alloués, ils en ont alloué 5,40 par match. C'est énorme. 32e dans la Ligue nationale, donc pire défense. En avantage numérique, ils ont le deuxième meilleur avantage numérique à 36,4% et en désavantage numérique, 75%, donc le 22e dans la Ligue nationale de hockey. À regarder ces statistiques-là, qu'attends-tu du Wild ce soir face à nos Canadiens? Je m'attends à une toute autre format. Ben, style de jeu, je vais dire. Je m'en ai dit une autre formation, mais un autre style de jeu. En fait, le Wild, ce qui me surprend un peu depuis le début de la saison, c'est justement le nombre de buts qu'on accorde en grand nombre. Pourtant, le Wild, depuis plusieurs saisons, nous habitue à un style de jeu serré. Ça, c'est des matchs du style de l'Ouest qui finissent 2-1, 3-2, qui finissent très serrés, mais très peu de buts accordés. Là, depuis le début de la saison, là, c'est comme si on jouait, on est plus structuré, on joue tout croche. Donc, moi, ce soir, je m'attends à un match très robuste et très fermé. En termes là, de, on regarde au niveau de la patinoire au centre, je m'attends à quelque chose qui va être très fermé de la part du Wild. Je pense qu'on va jouer le style de game de. Ben, en tout cas, je vous dis quelque chose, il ne faut pas que Montréal accorde le premier but. Oh! D'après toi, c'est à ce point-là. Là. Oui, moi je pense que ce soir, là, du côté du Wild, là, je pense que ça prend
faut changer un peu notre formule là, parce que, comme je dis, ça va pas très bien. Puis on n'a pas été habitué à ce genre de match-là depuis le début depuis 2-3 années. Donc, moi, je m'attends à un style de jeu très fermé, mais victoire du Canadien. Est-ce que tu t'attends à l'utilisation de la trappe du côté du Wild? J'aime pas utiliser ce terme, Ben, le mais 1-3-1, la formation de Guy Boucher en 2016. Sinon, si tu veux que je oui, précise. dit Ben, c'est comme la ça, trappe. mais C'est la trappe. si le Wild prend les devants, je vous le dis, moi, je pense que ça va tourner autour de ça. Oh, ok. Donc, un match très défensif du côté Parce du que Wild ce soir. tu n'as pas le choix de jouer comme ça. Ben oui, tu as le choix, mais tu te sens de la main un peu plus serrée de jouer ce style-là quand tu vois que ton gardien de but ne performe pas comme il devrait le faire. T'es gardien de but. T'es gardien de but, mais là, je parle pour le gardien de but ce soir. Ouais. Bon, quand tu vois qu'il ne donne pas le rendement qu'il devrait donner, là, il faut que tu te retournes plus vers tes joueurs et ton style de jeu à appliquer pour un match. Exact. Et ce genre de match-là, je suis un très grand fan du Canadien et je pense que on regarde bien tous les matchs et qu'on est quand même bien placé pour en parler. Mais Oui. ce genre de match-là est très difficile pour le Canadien à jouer parce que ça nous coupe le momentum. Oui. Puis nos jeunes, c'est pas les plus gros qu'on a dans la Ligue nationale. Fait que le fait que ça joue robuste et le style de jeu fermé, c'est très difficile pour les Cole Caulfield de ce monde de se faire une place durant le match puis d'établir un momentum. On parle souvent que le hockey, c'est un truc de momentum. Hein? Ah, les 10 premières minutes de la période, on a dominé parce que Montréal avait le momentum. Mais je vous le dis, quand tu joues la trappe et que tu joues du dumping puis que tu coupes tous les jeux à ligne bleue, ben, le momentum, il est dur à établir dans un match. La seule affaire qui peut venir t'aider à établir un momentum pour Montréal ce soir, je vous le dis, c'est deux choses. C'est de marquer en premier en début de match, ce qui peut être très important pour aller chercher le momentum en début de match. Puis un but en début de match va mettre le Wild tout de suite sur les talons et on va tout de suite se remettre mentalement qu'on a beaucoup de difficultés, qu'on accorde beaucoup de buts rapidement. Deuxième chose, le power play. Il faut que le power play soit productif. Écoute, on est 31e dans la Ligue nationale avec un pourcentage de 5,6% d'efficacité en power C'est play. vraiment faible. C'est pitoyable. Et pourtant, tu regardes le line-up qu'on a et c'est excellent pour du power play. Les joueurs qu'on a clés, là, on a de très bons joueurs pour le power play. Là. À part Whiteman, que je ne sais pas ce qu'il fait encore là. Le reste, on a un excellent power play. Fait que deux choses clés pour Montréal ce soir, marquer le premier but, être productif en power play. Puis du côté du Wild, on va finir avec le Wild. Il y a des attaquants menaçants. Du côté du Wild, on va s'entendre là-dessus. Matt Zuccarello est le premier du Wild dans les buts, les passes et les points. On parle de 6 buts, 4 passes pour 10 points. Fiche de moins 7. Cependant, c'est la pire fiche du Wild. Du côté de Kirill Kaprizov, l'attaquant russe en 5 matchs, 4 buts, 4 passes pour 8 points. Il est le deuxième au Minnesota pour une fiche de moins 6. Et du côté de Matthew Boldy, 3 buts, 3 passes, 6 points en 5 matchs. Il est le quatrième meilleur pointeur chez le Wild avec une fiche de plus 2 qui est la meilleure fiche défensive du côté du Minnesota. C'est bien beau que tes gros canons répondent en faisant des buts, des points, mais il faut qu'ils répondent défensivement aussi. Là. À regarder ça, Kirill Kaprizov, Matt Zuccarello, bon, on va s'entendre, c'est un sport d'équipe, la défense, le gardien aussi n'aide pas ces temps-ci au Wild, mais les attaquants ont leur part de responsabilité aussi. Là. Donc, pour toi, en tant que coach, quand tu vois ça, là, est-ce que ça te fait stresser un peu? Ben, moi, je veux dire, stresser, oui puis non, parce que oui, c'est sûr qu'il y a une responsabilité. Tu vois que les gars, ils jouent pas autant en attaque qu'en défense, puis ils sont pas responsables sur tout l'ensemble de la patinoire. Ouais. Par contre, moi, étant coach, je pense que je me regarderais le nombril en premier. OK. Parce que si tes joueurs sont autant dans les négatifs que ça, si ton équipe accorde autant des buts que ça, puis que ça fait 5 matchs que les problèmes sont les mêmes, parce qu'on ne peut pas juste se baser sur un match et dire ah ben oui, le Wild a accordé 7 buts, c'était rien qu'un match, puis c'était contre les Rangers. Non, non. Le problème est répétitif, peu importe l'équipe affrontée. Mais là, ça part du coach. Est-ce que les trios sont mal faits? Est-ce que les paires défensives sont mal faites? Ça part de là, dans le fond. Là. Parce que si, je veux dire, un cumulatif de plus et moins, là, comme tu dis, c'est en équipe. Mais ça va avec l'unité de 5 qui est sur la patinoire à ce moment-là. Si Zuccarello décide de se bretter les pieds dans la ligne offensive, puis que Boldy fait la même chose, puis Kaprizov aussi, là, je veux dire, ça se reflète dans le jeu d'un qui va vers l'autre. Comme on dit, là, quand un joueur va bien sur le trio, les deux autres vont bien, ils suivent. Mais c'est la même chose. S'il y en a un qui décide de se bretter les pieds défensivement,
ben les deux autres vont peut-être vont en faire de même. Tu sais, pourquoi que moi, je descendrais plus défensivement que les deux autres? Peut-être que c'est au niveau de l'attitude que ça marche pas bien. Peut-être que c'est au niveau des trios qu'il y a un problème. Je le sais pas parce que c'est sûr que si on regarde au niveau offensif, ces trios sont bien basés parce qu'on réussit quand même à aller chercher une bonne productivité offensive. Exact. Mais du côté défensif, c'est zéro open bar. Fait tu sais, on a souvent parlé du trio. Moi, je reviens à cet exemple-là, mais du trio à Montréal qu'on avait, Tatar, Dano, Gallagher. Oui. Un des meilleurs trios à 5 contre 5 des nationales qu'il y avait à ce moment-là. Les statistiques le démontraient aussi. Peut-être que c'est un certain c'est des équilibres comme ça que tu as besoin. Ça ne va pas être le trio le plus offensif. C'est pas le trio qui va te marquer le plus de buts. C'est pas le trio. Défensivement, ils vont tous te ramener ça à égalité. Puis défensivement, tu sais qu'à 5 contre 5, ça va être ton meilleur trio que tu peux avoir. Puis ils vont être chercher des minutes importantes dans une offensive. Exact. Puis du côté des gardiens, on va faire vite pour aller aussi du côté du Canadien. Du côté des gardiens, Marc-André Fleury en 4 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 1 défaite en prolongation. Donc, pour eux, ils font le calcul, il s'est fait retirer pendant un match cette saison. 5,24 de buts alloués par match, 847 d'efficacité, donc 18 buts alloués en 4 matchs. C'est effroyable. Et du côté de Philippe Gustafsson, 2 matchs, 2 défaites, 5,05 de buts alloués par match, 860 d'efficacité, 8 buts alloués en 2 matchs. Il n'y a rien qui fonctionne au Minnesota. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant. On espère, surtout pour Marc-André Fleury, qui est probablement sur sa dernière année de carrière, que la barre va se redresser du côté du Minnesota. Et selon moi, ça va arriver. Ça va arriver. Du côté des Canadiens maintenant. En 6 matchs, on a une fiche de 500, 3 victoires, 3 défaites, 6 points, 14e dans la conférence de l'Est, 8e rang de l'Atlantique, à égalité avec Tampa Bay. Oui, oui, vous avez bien entendu. À égalité avec le Lightning de Tampa Bay, le dernier rang de la division Atlantique. Pour eux qui l'ont raté le début, allez voir l'article d'Alex Delcourt qui vous explique pourquoi le Lightning est au dernier rang de l'Atlantique avec le Canadien. Du côté des stats d'équipe, bon, pour le but pour par match, on est à 2,67. 26e dans la Ligue nationale de hockey canadien. C'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Du côté aussi, j'ai perdu ma feuille de statistiques. Et ici, en termes de buts alloués par match, on est 3 buts alloués par match, 14e dans la Ligue nationale de hockey. On est une défense moyenne. C'est ça que ça veut dire. Dans le temps numérique, tu en parlais tantôt, 5,6%, 31e rang de la Ligue nationale de la Ligue de hockey. C'est effroyable. Et du côté des désavantages numériques, 83,3%, 12e rang dans la Ligue nationale de hockey. Ça t'attend à quoi de la part du Canadien? Tu en as parlé un peu tantôt, mais là, à l'aspect Montréal, ça t'attend à quelle sorte de match du côté du Canadien? Un gros début de match. Gros début de match? Un gros début de match. Ça prend, je l'ai dit, on va patiner. Puis, ce qu'on dit souvent durant les games de hockey, le plus important, ce qui va permettre à une équipe de remporter un match, c'est pas le fait que tu as des meilleurs joueurs ou quoi que ce soit. Ce qui peut te permettre de gagner un match, c'est si tu réussis à établir ton momentum dès le début du match. Parce que si c'est toi, l'équipe qui établit le momentum, c'est l'autre équipe qui doit s'ajuster à ton style de jeu. Fait que je vous le dis, si c'est le Wild qui réussit à établir son momentum en marquant le premier but, on va être pogné pour jouer le style plate du Wild. Puis si c'est nous qui marquons le premier but, puis qu'on réussit à établir notre momentum, on va avoir droit à un beau match ouvert, ce qui va peut-être encore nous amener à un match qui va finir 7-5. Mais je pense qu'au bout du compte, ce style de match-là peut être plus profitable pour Montréal. Exact. Et du côté des stats individuels, Nick Suzuki qui a un très bon début de saison, 3 buts, 4 passes. Il est le premier pointeur chez les Canadiens qui a une fiche de plus 4. Premier rendement défensif aussi. Du côté de Cole Caulfield, 4 buts, 1 passe, 5 points. Fiche de plus 1. Sean Monahan, excellent début de saison, 4 points en 6 matchs, 2 buts, 2 passes. Et du côté de Harbert Jekai, qui est le 4e meilleur pointeur du Canadien. Harbert Jekai, 1 but, 2 passes en 6 matchs. Fiche 2 plus 2. Et comme je disais tantôt, avant que tu arrives, il est au 5e rang de la LNH à égalité avec Tyler Janot dans les mises en échec. Le leader est Evander Kane avec 31. Du côté des gardiens, Jake Allen, 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 2,77 de buts alloués par match avec un taux d'efficacité de 917, 11 buts alloués au total en 4 matchs. Et du côté de Sam Montembeault, 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 2,48 de buts alloués et 912 de pourcentage d'efficacité, 5 buts alloués au total. Avec toutes ces stats-là, moi je dis qu'on se lance un peu. Prédiction pour le match de ce soir et donc, qui de l'équipe va scorer un but? Bon, Montréal ou le Wild?
Si tu veux un des deux, si tu veux un de chaque équipe, c'est toi qui choisis. Parfait. Fait qu'on commence par quoi? Lui qui va scorer ou l'équipe gagnante? On va commencer par l'équipe gagnante. L'équipe gagnante, moi je dis Montréal ce soir. Combien? 4-2. Un petit 4-2? Un petit 4-2. OK. Dans tes marqueurs? Dans un marqueur, je vais y aller. Je pense que Boldy va scorer. OK, pour le Wild. Et du côté de Montréal, Josh Anderson. Oh! Le bon vieux Josh qui score un but du côté du Canadien. Moi, j'y vais du côté d'un 5-1 pour le Canadien de Montréal. On va marquer en premier. Grosse prédiction de ma part. Pourtant, même si on est une équipe qui ne marque pas souvent, on joue contre la pire défensive de la Ligue nationale. C'est le temps aux Canadiens d'exploser. 5-1. J'y vais avec un but de Caden Goulet, qui va marquer son premier en carrière ce soir. Et du côté du Wild, le seul marqueur, selon moi, sera Joel Eriksson Ek, qui va déjouer la vigilance du gardien partant de ce soir. Oli, merci beaucoup. Juste mentionner quelque chose. Slafkovský ne jouera probablement pas ce soir. Ne joue pas ce soir. C'est presque officiel. Il est encore blessé pour l'instant. C'est à voir du côté des Canadiens. Oli, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. C'est un plaisir toujours de te recevoir. Pour nous, on se revoit mardi prochain. Toujours à la même heure, même poste, midi, sur le Facebook Live de À la Coupe pour le NDS. Ne ratez pas ce jeudi, le podcast À la Coupe commence à 18h et ils ont comme invité Jonathan Fauchon, meilleur pointeur de l'Armada de Blainville-Boisbriand avec 17 points, 11 matchs. C'est un rendez-vous pour nous. On se revoit mardi. C'était Lorik Savard en compagnie de Olivier Lecourt. Bonne journée tout le monde.